C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la crise migratoire qui divise l'Europe. Un troisième invité, nouvelle invité m'a rejoint. Jackie Moifo, vous êtes co-auteur de ce livre que j'ai entre les mains. Ils ont vendu mon frère ou le douloureux chemin de l'immigration. Vous l'avez coécrit avec Yannick Nambo, publié aux éditions, dites-moi. Fauve Michalon. Michalon, oui. D'accord. Alors, cette deuxième partie est consacrée justement aux causes profondes de l'immigration. Pourquoi les Africains partent-ils? En tout cas, ceux qui prennent, je veux dire, le chemin de la Méditerranée. On l'a dit dans le reportage qui est passé dans la première partie, depuis janvier, 1000 migrants, ça c'est le chiffre de l'ONU, sont déjà morts noyés dans la Méditerranée. Ils sont 1 million de subsahariens à attendre en Libye en ce moment, la prochaine embarcation pour partir. Pourquoi votre frère, ce livre traite justement de la situation de votre frère qui est vendu comme esclave en Libye. On espère pour lui qu'il soit encore en vie. Vous avez de ces nouvelles très rapidement? Non, vous n'en avez pas. D'accord. La question c'est pourquoi part-il? Et vous, quand on prend le cas singulier de votre frère, pourquoi est-il parti dans ces conditions, affronter autant de dangers? Alors, je vais parler certes du cas de mon frère et de mon livre, mais surtout du cas global. Pourquoi partent-ils? Je suis moi aussi un jour parti de l'Afrique pour rejoindre l'Europe. Je n'ai pas pris la Méditerranée, j'avais pris l'océan Atlantique. Donc votre situation, donc, elle est différente. Ça revient au même. Pourquoi ces jeunes gens partent-ils d'Afrique pour l'Europe? Non, il faut recentrer la question. Ce n'est pas pourquoi partir. On est tous partis à un moment donné. C'est pourquoi prendre ce chemin? Pourquoi prendre ce chemin? La réponse se trouve dans un rapport que l'Institut Montaigne a publié sur le site d'un journal important français le 20 septembre 2017. Dans ce rapport, on demande à la France, l'Institut Montaigne, qui est un organisme sérieux, demande à la France de revoir sa politique africaine, de revoir la longévité des chefs d'État qu'elle adoube, que la France adoube et soutient. Il demande à la France de ne négliger aucun aspect, même le franc CFA doit être revu, rien ne doit être laissé au hasard, rien n'est tabou. Donc, la conclusion, c'est quoi? Dans ce rapport de l'Institut Montaigne, comme dans mon livre, on trouve les causes de ce départ massif de jeunes Africains qui ne peuvent pas s'émanciper chez eux, tout simplement. Si là, Mamadou, vous êtes, je l'ai dit, un acteur, d'abord un militant associatif, mais vous accompagnez des migrants en situation difficile à s'intégrer en France. Il y a un spécialiste de la question migratoire, dont je ne vais pas citer le nom, qui dit les migrants qui prennent ce chemin dont je parle, ce ne sont pas des pauvres. Quand on est pauvre, on ne paye pas 4 000 $, 5 000 $ à un trafiquant, à un passant pour partir. Ceux que vous accompagnez, sont-ils réellement des pauvres? Mais je partage en partie effectivement cette réflexion, parce que si on est pauvre, je pense qu'on ne partira pas. Voilà. Il dit, les pauvres sont en Afrique, ils sont restés en Afrique. Ceux qui partent, c'est la classe moyenne. Absolument. Et parfois même bien éduqués. Absolument. C'est des gens qui ont certainement des situations en tout cas vivables en Afrique, et qui malheureusement, parce que tout simplement il n'y a pas d'opportunité de développement social, il n'y a pas d'opportunité politique leur permettant en tout cas de se réaliser, il n'y a pas de perspective, il y a absence de démocratie, il y a aussi cet héritage culturel que nous avons en nous qui fait que nous avons une perception de l'Europe qui n'est pas forcément la réalité des choses, et entretenu par malheureusement beaucoup de facteurs avec un système politique irresponsable, parce que aussi ça, un système politique responsable veut effectivement éduquer ses citoyens, veut former ses citoyens, veut donner en tout cas de l'espoir à ses citoyens, les projeter vers un avenir. Malheureusement, je crois que tout ça, ça fait défaut dans le contexte africain, dans certains pays africains, et puis les jeunes, en fait, ils n'y croient plus effectivement à ce pacte social autour duquel, en tout cas, les pays se construisent. À partir de ce moment-là, ils se disent, il faut aller chercher ailleurs. Il faut aller chercher ailleurs. La réalité, quand ils viennent ici, tout de suite, ils se disent, c'est pas ça qu'on avait. C'est pas ça qu'on vous a dit. Oui, c'est pas ça. Donc, du coup, ils sont dans le piège. Ils ne peuvent pas repartir, ils ne peuvent pas être là. Je crois que ça, c'est des éléments extrêmement importants. S'il faut retenir quelque chose de ce que vous dites, et c'est très, très, très important,
puisque le but aussi de cette émission, c'est de proposer une lecture réelle Absolument. des situations, c'est d'éviter de penser que l'Afrique, c'est l'enfer et que l'Europe, c'est le paradis. Absolument. C'est ce qu'il faut, absolument. Absolument, je suis tout à fait d'accord. J'en veux pour preuve. Hein. Pour moi qui suis du Sénégal, au sud de la Casamance, quand j'ai été il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais merde, il y a un problème. Ici, il y a de la richesse, il y a beaucoup pour que les gens puissent se réaliser, mais pourquoi ils n'arrivent pas à se réaliser? C'est ça. Mais la question, nous avons un double défi dans cette émission. Le premier, c'est de ne pas donner l'impression que nous incitons les gens à partir. Il faut rendre compte des dangers qu'il y a à partir. Il ne faut pas, même si on comprend pourquoi les gens partent, et même si on demande à ceux qui sont en Europe de les accueillir, il ne faut pas non plus que cette émission serve à inciter les gens à partir. Ça, il nous faut éviter. L'autre défi, et Mouketo, Francis, c'est ce que vous allez nous expliquer. Comment se fait-il qu'à un moment où tout le monde se rue vers l'Afrique, à un moment où tout le monde veut prendre sa part africaine, sa part économique de l'Afrique, sa part minéralière de l'Afrique, sa part minière de l'Afrique, où la croissance du continent se porte mieux que nulle part ailleurs, c'est en ce moment-là que des Africains partent encore par vagues successives se noyer dans la Méditerranée. Comment expliquer ce paradoxe? Mon cher journaliste, il y a un vrai problème. Le problème est plutôt politique. Le problème est politique, le problème est aussi culturel, parce que mes co-débatteurs ont parlé d'un problème d'héritage qui aujourd'hui n'est peut-être pas, d'héritage culturel qui n'est peut-être pas assumé. Il faut savoir que les jeunes Africains ont perdu tout repère. Tout repère, puisqu'il n'y a plus la possibilité pour ces jeunes de se projeter un avenir meilleur. On croit que c'est à l'Occident qu'on trouvera un Eldorado. Il s'agit de ça. Donc, la responsabilité de ce problème d'exode massif des migrants vers l'Occident, c'est la dictature. Il faudra que les pays africains puissent se prendre en main. Comment voulez-vous que les chefs d'État africains restent aussi longtemps? Quand vous dites dictature, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans... C'est la longévité des présidents. C'est bien ce que je viens d'évoquer. C'est la longévité des présidents à rester aussi longtemps avec des politiques qui ne correspondent plus à rien. Donc ce n'est pas que la dictature. Ils sont maintenant... C'est la dictature. Alors, parce qu'on peut être dictateur, nourrir son peuple. Hein. On a des royaumes sur le continent où les gens se portent relativement mieux que là où les présidents sont élus régulièrement ou sont renouvelés régulièrement. Alors, je vais juste rajouter... Il faut que nous évitions la confusion dans les esprits. C'est important. Vous avez des parties du continent où il n'y a plus la génération des années 90 au pouvoir. Vous avez de jeunes dirigeants qui sont à la tête de ces pays. Pour autant, ils ne sont pas... Quels sont ces pays-là? Alors, ce que je tiens absolument à ce qu'on explique, c'est d'avancer des arguments qui ne sont pas encore scientifiquement prouvés. En revanche, les spécialistes, que disent-ils de la question migratoire? Explosion démographique, urbanisation rapide. Mais ces spécialistes-là sont tous occidentaux, que je dise d'abord, non, des Africains. On peut dire qu'il y a... C'est vrai ou pas? On peut dire qu'il y a deux choses. D'accord. La question de l'immigration européenne. Quand les spécialistes ou les journalistes ont posé la question, par exemple, aux Albanais, pourquoi fouillez-vous votre pays? Certains disaient que on a entendu que l'Allemagne, la France, la Suisse offraient des bonnes conditions de vie pour les demandeurs d'asile que d'autres pays. Mais en revanche, il ne faut pas perdre cet esprit critique que la question migratoire est liée à la question des politiques publiques. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. L'économie qui est mal gérée. On est tout à fait d'accord. Donc ça, c'est très important. Pour l'instant. Mais la longévité des présidents, avec effectivement des mauvaises politiques publiques, n'arrête pas cette érosion. Ces deux facteurs combinés. N'arrête pas cette érosion des jeunes vers l'extérieur. Pour autant, pour l'instant, tenons-nous-en aux données scientifiques.
publié par, n'est-ce pas, les spécialistes de la question. Dans 30 ans, nous serons 11 milliards sur la Terre et 40% seront africains. On parle de pression démographique. Oui. La question aujourd'hui, c'est, je sais, vous n'êtes pas démographe, mais vous avez chacun son expérience aussi, sans doute son opinion sur la question. Faisons-nous trop d'enfants sur le continent? Si oui, doit-on radicalement changer la politique de natalité sur le continent? C'est là, Ahmed, très rapidement. Oui, alors, sur cette question-là, moi, c'est un faux débat. Moi, je pense que c'est un faux débat. Parce que moi, je pense qu'après, on n'impose pas à un peuple une politique qu'elle n'a pas elle-même enfantée. Non, je ne vous parle pas de dictat de quelqu'un. Oui. Je vous parle si on se regarde soi-même dans le miroir. Oui, mais si on se regarde dans le miroir, c'est-à-dire que je pense qu'on a le monde, chaque continent a son rythme de fonctionnement. On est d'accord. L'Afrique, c'est l'Afrique, avec ses réalités sociales, culturelles, environnementales. Donc, en Afrique, tu ne peux pas, si tu fais un enfant, on dit tu ne fais pas partie de la société. Parce qu'en fait, pourquoi on fait des enfants? Pourquoi on fait des enfants en Afrique? Il y a une logique sociale, il y a une logique culturelle, il y a une logique économique. Oui, voilà. Une logique économique. Mais est-ce que généralement la logique économique n'est pas... C'est vrai, non, le contexte a changé d'une certaine manière parce que l'Afrique, quand le contact de l'Afrique avec aussi l'Occident, avec les autres, la mondialisation aujourd'hui fait qu'effectivement il y a une nouvelle culture qui émerge au sein de l'Afrique, même si ce n'est pas visible. Et aujourd'hui, donc, ça veut dire que ces réalités qui étaient valables il y a 50 ans, 60 ans, ou je ne sais pas, un siècle, ne sont plus d'actualité. Donc, il faut tenir compte de cela. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas brutaliser cette évolution-là, il faut l'accompagner d'une certaine manière. Il faut éduquer les gens. Il faut en faire un atout. Absolument. Il faut en faire un atout et puis accompagner, éduquer. Je crois que c'est dans cette optique-là, effectivement, qu'on arrivera peut-être à créer un équilibre. Richard Togbeh, je vais vous dire que l'Europe n'a pas cessé de faire des enfants parce que quelqu'un lui a dit « tu fais trop d'enfants ». C'est juste le développement industriel et économique qui a imposé aux Occidentaux de faire peu d'enfants. Si les Occidentaux ne veulent plus d'Africains chez eux, ne veulent pas que les Africains soient en plus grand nombre sur la Terre, qu'ils permettent, les Occidentaux, aux Africains de se développer. Car si l'Afrique ne se développe pas et fait beaucoup d'enfants, c'est parce que l'Occident ne veut pas que l'Afrique se développe. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une calomnie que de le dire. Alors, structurez très bien pour que tout le monde comprenne. Vous faites un lien entre développement et baisse de la natalité. Effectivement, la baisse de natalité sera C'est-à-dire que c'est la pauvreté qui amène les gens à faire beaucoup d'enfants. C'est la pauvreté qui amène les gens à faire beaucoup d'enfants. Quand vous n'avez rien à faire, qu'est-ce que vous faites à longueur de journée? Ah, ben d'accord. C'est une réalité. Je suis allé sur le terrain, j'ai fait un documentaire avec notre confrère Olivier Enogo il y a 12 ans, les filets africains de la prostitution. Je peux vous dire qu'en Afrique aujourd'hui, bon, je ne veux pas faire injure à quelqu'un, hein, presque 75% des personnes sont dans une certaine forme de prostitution. Pourquoi? Parce que l'oisiveté pousse les gens à ce mode de vie-là. Pourquoi l'Afrique ne se développe-t-elle pas? Est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans votre discours? Vous êtes en train d'expliquer que c'est la pauvreté, en tout cas le développement qui entraîne la baisse de la natalité. Effectivement, c'est scientifiquement prouvé ça. C'est scientifiquement prouvé. Écoutez, Richard Togbeh, vous avez peut-être une épouse ou une compagne, elle va au boulot, vous allez au boulot, vous n'aurez pas le temps de faire 10 enfants. Mais si elle reste à la maison, vous ramenez le petit salaire qu'il y a, ben, elle sera obligée de faire des enfants et s'en occuper. Vous comprenez? D'accord. On n'a pas besoin d'aller dans les sciences pour comprendre cela. Mais c'est valable aussi en Europe, cela est valable aussi en Europe. Cela est valable en Europe, cela est valable en Chine, cela est valable partout. C'est une question humaine, finalement. Alors, ce n'est même pas... Moi, je pense qu'il faut avoir... Ça me rappelle la gouvernementalité de Foucault, Michel Foucault. Alors, je pense qu'il faut nuancer un peu la chose. C'est un problème culturel. Un problème culturel. Je pense que de l'autre côté, en Chine, on avait effectivement essayé d'empêcher que des Chinois puissent faire plus d'enfants pour ne pas que leur population puisse augmenter et mieux gérer surtout les problèmes sociaux. Mais je pense que en Afrique, c'est un problème culturel, donc on ne peut pas en vouloir l'Afrique. Mais c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que l'Afrique regorge des ressources naturelles. Et 75% de cette population va être jeune. Mais c'est un atout capital. Et pour le monde, d'ailleurs. Les autres pays occidentaux... Mais il faut les garder à la maison, déjà. Les autres pays occidentaux cherchent de la main-d'œuvre.
Mais en Afrique, vous aurez la main-d'œuvre. Ce qui est important, c'est qu'il faut que cette jeunesse puisse s'approprier de la science, la technologie, pour pouvoir effectivement être en phase avec le développement, en phase avec leur époque, pour faire front. Il faut savoir que l'Afrique est le continent qui regorge pratiquement le plus de ressources que les autres parties. Souvenez-vous la déclaration de Madeleine Albright qui avait dit que la Russie était un pays qui regorgeait beaucoup de ressources naturelles. C'était une façon de dire que quand on a des ressources, c'est une fierté. Alors, il faudra que les dirigeants africains puissent se saisir de cette opportunité du boom démographique pour pouvoir se saisir cette opportunité de bloquer cette fuite de la matière grise vers l'intérieur. Mais vous allez voir que d'ici à ce boom démographique, beaucoup d'intellectuels africains rentreront pour pouvoir développer leur... C'est sans doute ce mouvement est déjà amorcé. Hein. Et ça, on n'en parle pas souvent. Si l'Occident le veut bien. Il y a de plus en plus d'Africains qui font le chemin retour. Une fois qu'ils sont formés, ils ont le désir d'aller servir leur continent et leur pays, parce que personne n'abandonne volontairement et définitivement son chez soi. Il y a toujours un attachement très important qu'on éprouve vis-à-vis de son pays natal. La deuxième raison que je liais tout à l'heure à la question démographique, c'est la question de l'urbanisation. Alors, ces spécialistes de la migration disent qu'ils partent en masse des villages vers les villes. Malheureusement, il n'y a pas une politique d'urbanisation qui fasse en sorte que les villes soient de véritables espaces de vie, mais elles sont devenues, avec leur périphérie, des concentrations anarchiques de population. C'est ce qui les pousse aussi à partir. Est-ce qu'il y a quelque pertinence dans cette raisonnement? Absolument. Alors, vous savez, absolument, parce que l'immigration en elle-même, l'homme de tout le temps a cherché à voyager. Le monde, à la découverte du monde. Donc ça, c'est un désir humain très, très profond. Donc, les jeunes qui sont, par exemple, dans des villages, qui n'ont pas, dans le monde rural, où il n'y a pas peut-être une politique adaptée pour les maintenir après des études, sont obligés, après l'école primaire, de partir en ville pour faire le lycée. Du lycée, après continuer, il faut aller à l'université. Et les universités ne sont pas nombreuses. Le plus souvent, ces universités-là sont concentrées dans les grandes capitales, dans les grandes villes. Et ce qui fait que ces jeunes, une fois qu'ils arrivent à ce stade-là, ils n'ont plus envie de retourner. Parce qu'il n'y a pas de perspective de retour. Donc je crois que tout ça, c'est une question de politique. De politique, en tout cas, de construction nationale qui devrait effectivement identifier des besoins dans les différents territoires national pour mettre en place des politiques d'éducation, des politiques de formation, d'emploi qui puissent permettre effectivement aux gens de naître dans une zone, de se former là-bas, de pouvoir travailler là-bas et s'ils le désirent peut-être de circuler. Donc je crois que cela c'est extrêmement important. Mais malheureusement en Afrique souvent, il n'y a pas cette politique-là et ce qui fait que, bon, je parle des étudiants, mais pour la plupart il n'y a pas que des étudiants parce que ceux qui prennent la mer souvent, quand on regarde, voilà, il y a des profils effectivement des gens, des universitaires. Mais il y en a qui sont bien éduqués. Hein. Mais oui. Ils sont bien formés, bien éduqués. Oui, mais bien sûr, quand ils arrivent ici. C'est les meilleurs qui partent. Hein. Quand on voit la manière avec laquelle ils s'adaptent, laquelle ils se battent, le courage qui les a poussés à partir, mais ces gens-là sont les clés de la réussite. Ils peuvent faire bouger l'Afrique. Il faut y croire. Il faut que les dirigeants africains croient à cette jeunesse-là, investissent sur cette jeunesse-là, mettent en place des politiques beaucoup plus adaptées et ne pas effectivement être dans une logique de calcul politicien tout le temps. La question maintenant, c'est comment réussir à faire comprendre et à faire plier les Européens par rapport à la nécessité de changer leur politique qu'ils appliquent sur le continent. C'est ça la vraie question. La vraie question. J'ai envie de répondre à cette question parce que je suis en phase avec un grand politicien français qui s'appelle Jacques Attali, qui a pondu une tribune la semaine dernière intitulée « Occupons-nous de l'Afrique avant qu'il ne soit trop tard ».
C'est Jacques Attali qui l'a écrit il y a une semaine. Oui, mais c'est infantilisant comme titre. Hein. Oui, c'est bizarre, mais il faut lire le corps. Il faut lire le corps pour le comprendre. Lui incite notre pays, son pays, la France, à comprendre qu'il va falloir lâcher un peu du lest, hein, laisser un certain degré de liberté à ces pays africains-là, afin qu'ils se développent. Et les écrits de Jacques Attali rejoignent le rapport de l'Institut Montaigne, rejoignent ce que j'écris dans mon livre « Ils ont vendu mon frère ». Il faut tout simplement que la France repense. La France, pour ce qui concerne l'Afrique francophone, repense sa politique en Afrique et comprenne qu'un enfant ne peut pas se nourrir de 10 grammes de pain tous les jours. Il faut comprendre, dites-vous que la France repense, il faut espérer que la France repense. Pas espérer, il faut. C'est impératif. C'est impératif. Et dites-vous, mais que doivent faire les dirigeants africains? Les dirigeants africains, je vous réponds. S'il vous plaît, eux-mêmes, on en parle dans la troisième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.